à toutes et tous. Voilà, donc Alexis, comment dire, qui vous parle, aux côtés de Vivien. On aura le plaisir donc aujourd'hui de vous faire un petit atelier sur sourcing, partenariat et ancrage territorial des activités. Pour cela, on vous a proposé en fait l'outil de la carte mentale pour pouvoir comment dire, interagir et coproduire au fur et à mesure les contenus, les éléments qui peuvent vous interroger et des pistes d'action pour répondre à ces trois points: sourcing, partenariat et ancrage territorial des activités. Pour cela, un programme qui va se dérouler en plusieurs étapes. On va commencer par ces idées. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelles sont les ressources qui vont bien pour tenter de comprendre un peu plus en détail, au-delà de la théorie, ce qu'il y a derrière ces trois mots essentiels. Ensuite, on se focalisera sur vos besoins d'un point de vue pragmatique en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, porteur de projet. Et ensuite, nous irons sur la question de la posture, sa posture méthodologique, c'est-à-dire un petit peu peut-être des questions de savoir-être, des éléments qui peuvent être importants quand on est face à des situations pareilles. Voilà, la façon d'interagir, la façon de se comporter avec l'autre. Et on verra que ce sera essentiel. Ensuite, le processus, donc un petit peu les idées clés, les phases clés par lesquelles on doit passer pour pouvoir tenter d'appréhender ces questions de sourcing, ces questions d'interaction avec les acteurs territoriaux. Ensuite, on ira sur les outils et leviers qui vont bien, mais tout dépendra des besoins exprimés et on ira peut-être explorer tel ou tel outil. Et puis, effectivement, également des exemples inspirants qui viendront compléter la présentation avec bien sûr des liens URL et bien sûr un accès à cette cartographie à terme qui nous fera office de synthèse pratique pour travailler sur ces sujets dans le cadre de vos projets. Un petit mot, Vivien? Commençons. Allons-y, j'ai envie de dire. Alors, commençons. C'est parti pour les idées clés. Donc, les idées clés… il y a un décalage. Première idée clé, on parle de sourcing. Le sourcing, il y a effectivement plusieurs définitions qui sont celles, on l'utilise beaucoup notamment en ressources humaines, dans cette logique d'aller chercher des personnes pouvant à terme faire partie, venir compléter l'équipe et donc aller chercher finalement à la source à sauter. Donc, du coup, on va continuer avec la carto. A priori, je reviens dans la boucle. Donc, c'est bon, je reviens de l'autre côté. Merci. Désolé pour les petits aspects techniques hop, qui vont bien. Hop, mais je fais appel à votre indulgence sur cet aspect-là. Hop. Alors, hop, pourquoi je ne peux pas juste l'enlever? Hop, tac. Comment je fais? Ah. Voilà. Donc, du coup, par rapport au sourcing, donc globalement, il faut imaginer, c'est la question d'aller chercher en fait dans des viviers, d'aller chercher des ressources, que ce soit des ressources humaines, que ce soit en fait la question également de que font ces ressources, qu'est-ce qu'elles sont en capacité de proposer, et selon un rapport en fait de valeur, mais valeur avec un V majuscule, c'est-à-dire finalement, ce sont vos critères qui vont être importants pour sélectionner la bonne personne, le bon fournisseur, le bon partenaire pour pouvoir répondre à vos besoins. Et donc, c'est là où on va voir que le sourcing, il y a un besoin essentiel de se questionner sur ce que vous avez réellement besoin dans le cadre du montage de votre projet. Je vous ai mis plusieurs définitions. On vous a mis également des ressources qui vont venir compléter un petit peu pour aller de façon plus exhaustive à voir ce qu'il y a derrière la question de ces ressources, la question de qu'est-ce qu'on entend derrière les critères qui peuvent permettre de penser en fait quelle création de valeur supplémentaire
je souhaite installer au sein de mon projet. Et donc, pour cela, en termes de ressources sur le sourcing, on est allé essentiellement sur des cas d'études scientifiques, donc avec le site Kern, qui permet voilà, d'appréhender la question de qu'est-ce que voilà, les ressources, qu'est-ce qu'on entend derrière ressources. Il y a la question des ressources matérielles, notamment, c'est-à-dire vous avez besoin d'une machine pour transformer une matière première, ou ça peut être également voilà, acheter un nouveau véhicule, ou louer peut-être, ou voire même co-partager, parce que ça existe aussi de plus en plus dans le monde des entreprises. C'est la question de ces ressources à la fois matérielles et immatérielles, c'est-à-dire aussi imaginer de se dire, moi, ce que je veux demain, c'est un partenaire qui puisse m'épauler sur les aspects peut-être recherche et développement. Et donc, c'est aller chercher peut-être un laboratoire universitaire ou un chercheur indépendant ou une structure permettant de monter peut-être un projet de recherche et développement ou R&D, comme on dit souvent, pour à la fois financer le projet, mais également produire la connaissance qui vous manque à ce jour. C'est également des questions d'empreinte territoriale. Donc, la question on parle souvent de la question d'entreprise à impact. Derrière, il y a la question de ces critères de quelle trace vous voulez laisser et donc quel finalement partenaire vous voulez avoir à vos côtés. Imaginons que vous soyez une entreprise agré-agro, vous avez besoin de déplacer des marchandises. Bon, tout simplement, même la question de la logistique. Si on a affaire à des acteurs en logistique qui vous proposent de déplacer ces matières premières uniquement avec des emballages plastiques utilisables une fois et après on les met à la benne, ou au contraire, on est sur des choses avec de la consigne, etc., vous voyez bien que l'impact sera négatif. On sera sur ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire qu'il faut penser en fait toute la chaîne à la fois de valeur dans le sourcing, mais aussi la chaîne de responsabilité et donc la chaîne d'impact. L'empreinte territoriale sera beaucoup là-dessus. Vous avez également un lien sur l'impact territorial qui se focalisera encore un peu plus sur la question de la géographie, dans lequel effectivement on ira chercher notamment la question peut-être de ces ressources spécifiques au territoire. Et donc c'est de se dire s'il y a des compétences particulières, des savoir-faire qui sont particuliers au territoire, est-ce que ça ne doit pas faire partie des critères d'identification et donc de contractualisation avec ces possibles partenaires. C'est également les marques territoriales. On le voit de plus en plus avec la question des réseaux d'entreprise ou des réseaux de type pôle de compétences, de compétitivité, les PTCE, quand on parle d'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire d'aller chercher dans des viviers sur lesquels des organisations se sont retrouvées parce qu'elles partagent des valeurs, parce qu'elles partagent une idée de leur impact, si possible positif, et donc en cela, finalement, aller encore un peu plus dans des coopérations et donc l'identification de ces possibles coopérations à l'échelle de ces clubs, de ces réseaux ensuite, c'est également la question du cas Danone où on est effectivement sur un focus un peu sur une grande marque comme celle-ci et de voir avec les bons et les mauvais côtés ce qu'on peut entendre derrière le sourcing. Et là, juste pour compléter, donner un peu un exemple autour de la marque territoriale régionale, ça se fait beaucoup sur les réseaux de production artisanale, alimentaire, avec des groupements, je pense, on verra après des exemples inspirants, mais autour de, par exemple, la filière chaussures, qui a été relancée à Romans-sur-Isère. Et là, en fait, c'est un collectif de producteurs, de petits producteurs qui ont mutualisé des moyens, notamment d'approvisionnement, de sourcing, pour pouvoir gagner en force et recréer cette marque territoriale et ce savoir-faire patrimonial qui était perdu justement en travaillant sur leur coopération. Sinon, finalement, ce n'était pas viable à l'échelle individuelle. Super. Merci, chers collègues. Effectivement, c'est le sourcing, vous voyez bien, on est vraiment sur la question de l'identification, aller chercher dans les bons viviers, faire en sorte de comprendre, de développer finalement son cahier des charges de critères de ce qu'on veut en termes d'impact. Donc ça, c'est extrêmement important de se poser la question. On appelle ça souvent avec des outils tels que l'analyse de la valeur. C'est vraiment de se dire avec un V majuscule, derrière le mot valeur, c'est quelle création de valeur vous voulez y mettre. Et donc, savoir bien s'entourer va permettre de créer une valeur qui sera plus ou moins orientée. Vous avez ensuite un deuxième élément qui est important, c'est la question des partenariats. Et c'est un partenariat avec un S, c'est au pluriel, parce que finalement, derrière le mot partenariat, il y a l'idée d'une association
autour d'une action commune. Donc, on est sur quelque chose qui commence à se rapprocher petit à petit des mots collaboration, voire des mots coopération. Mais mon cher collègue pourra tout à l'heure nous faire un focus très pratique sur le sujet. Derrière les mots partenariat, on vous a mis des ressources, notamment un peu de définition socle, notamment avec un article du Cairn qui va permettre d'aller encore un peu plus loin derrière. Qu'est-ce qu'on entend derrière ce mot partenaire? Derrière ce mot partenaire, c'est l'idée de parties qui se relient et qui font chose commune. Il y a l'idée finalement derrière les mots et de se dire on doit tous être partenaires, c'est de se dire finalement comment on s'engage ensemble, comment on pense l'avenir ensemble. Et donc, qu'est-ce que l'on met en commun avec également, et on en parlait tout à l'heure, la question de la chaîne de responsabilité, c'est-à-dire que derrière le partenariat, il y a l'idée d'une alliance, il y a l'idée d'une co-responsabilité. Et donc, c'est important, et vous voyez bien à quel point le sourcing est indispensable, c'est si vous faites un mauvais cahier des charges qui serait uniquement, par exemple, basé sur le prix, vous allez avoir des partenaires qui vont effectivement vous donner une rentabilité peut-être supérieure à d'autres, mais qu'est-ce qui va se passer en termes de responsabilité vis-à-vis, par exemple, de vos déchets? Vous serez vous-même responsable des déchets que vous produirez, même si vous faites en sorte de les faire récupérer par un autre. Et donc, en cela, le partenariat, c'est vraiment une alliance intelligente, c'est une alliance qui n'est pas que de circonstances, on va le voir effectivement dans l'économie circulaire, c'est qu'on cherche des partenariats de long terme. Donc, vous avez également un deuxième lien de CCFD Terre Solidaire, donc on n'est plus sur une entrée ONG, sur la question des partenariats, on va parler notamment de coopération décentralisée, ce genre de choses, c'est-à-dire finalement des coopérations entre territoires et donc entre acteurs du territoire. Vous avez des financements pour cela qui peuvent permettre justement de partager, notamment sur des partenariats immatériels, c'est-à-dire du partage de connaissances. Imaginons que nous ayons dans un territoire francophone, imaginons d'Afrique, un acteur qui a déjà travaillé sur une façon de penser l'upcycling dans le monde du textile, pour faire des clins d'œil à certains participants de la salle, c'est de se dire finalement, est-ce que j'ai besoin de réinventer ce concept-là, les outils qui ont été développés, les process, etc., ou est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'aller partager finalement une ingénierie? Et donc, en cela, des coopérations de ce type peuvent être intéressantes. Mais c'est également, et on en parlait hier de façon informelle, c'est vous êtes sur la transformation de matières premières de type fruits pour en faire des jus ou je ne sais quoi. Vous n'avez pas la machine qui permet aujourd'hui de transformer, donc vous êtes sur une activité manuelle, mais peut-être avec tous les tracas, notamment en termes comment dire, de contraintes physiques, de fatigue, etc. Et vous dites peut-être qu'il faudrait une machine là-dessus pour nous aider. Vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas produite. Est-ce qu'il faut faire une R&D qui serait seulement en local? Peut-être avec un labo universitaire, avec un centre de recherche technologique, etc. Mais peut-être qu'il existe au sein de viviers de l'économie circulaire, de l'économie sociale solidaire, etc. Donc, des mouvements d'entrepreneurs qui se positionnent dans une logique de partage, d'alliance sur le long terme, mais peut-être qu'il existe dans une autre région de France, peut-être qu'il existe dans un autre pays francophone ou anglophone, une entreprise qui serait en capacité et qui aurait la volonté éventuellement de partager son savoir-faire. Le partenariat, c'est également une logique, finalement, c'est un préalable pour aller vers une logique d'écosystème. Donc, des alliances de long terme dont nous parlions tout à l'heure. Derrière le mot écosystème, il y a le mot écosystème d'affaires. C'est-à-dire, finalement, c'est de se dire que quand vous êtes sur un marché aujourd'hui, vous avez effectivement des périmètres géographiques qui peuvent faire en sorte de créer des barrières à l'entrée pour qu'un concurrent vienne sur place. Mais aujourd'hui, avec les technologies, surtout si vous êtes amené à employer des technologies de type numérique, finalement, ces barrières géographiques peuvent ne plus exister. De la même manière, l'écosystème, c'est cette idée de relation vivante entre acteurs, entre entités. Le partenariat, finalement, c'est un des échelons, c'est une des manières à commencer à constituer autour de vous des cercles de confiance, des cercles d'alliance, de synergie, dans lesquels, finalement, chacun va y trouver son compte, chacun va pouvoir y gagner à travailler les uns avec les autres. Et donc, vous voyez bien que c'est l'idée de passer d'une logique de pure compétition à une logique de ce qu'on appelle la coopétition, c'est-à-dire finalement des coopérations de circonstances, pas forcément long terme, on le verra par la suite, mais aussi de continuer à challenger finalement le marché, l'écosystème, finalement le jeu d'acteurs avec des logiques de compétition, notamment pour aller chercher sans doute le meilleur.
Donc, l'idée d'écosystème, voilà, notamment dans différents points d'Alteractif, on a pu parler notamment de logiques comme French Tech, French Impact, etc. Les logiques de PTCE sont aussi une occasion, finalement, à l'échelle du monde de l'économie sociale et solidaire, de pouvoir justement constituer un écosystème qui se connaît, et ça c'est déjà le premier point, qui puisse produire un projet commun, un projet avec une dimension politique, de transformation réelle, positive de la société, et puis effectivement des alliances de long terme, y compris en termes de partage de pratiques, de partage d'outils, etc. Et mon cher collègue à côté de moi viendra vous faire un focus tout à l'heure sur un exemple d'écosystème solidaire sur un territoire qu'il connaît bien. C'était également des liens, je vous ai envoyé des choses vers le ministère du Travail. Excusez-moi, ça a encore sauté. Donc, c'est voilà, le ministère du Travail, le lien, c'est globalement, on est vraiment sur cette entrée de comment qualifier, comment contractualiser. Vous aurez dedans à la fois des logiques de conventionnement, vous aurez aussi des logiques de consortium économique notamment, dans le cadre de groupements momentanés, mais ça peut être effectivement ensuite des coopérations de marque, des coopérations contractuelles avec des statuts juridiques communs. C'est notamment dans le monde agricole, les CUMA, ça peut être des SIC ou des SCOP dans le monde de l'économie sociale et solidaire, ça peut être des associations, etc. Alexis est en train de se reconnecter avec son propre ordinateur. C'est reparti. Donc, merci encore pour la technique et désolé pour les petits aspects connexion. Ensuite, vous avez, on nous a glissé dans l'oreille, donc ça c'est mon cher voisin qui vous a proposé un super cours, et donc il pourrait en parler mieux que moi, de l'ESSEC, sur les partenariats qui Oui, changent c'est le vrai que c'est monde. un MOOC qui est accessible gratuitement en ligne, et l'ESSEC vient un peu brosser cette logique d'alliance souvent orientée territoriale. Donc ça fait le lien vers le point suivant de la présentation d'aujourd'hui. Et une dimension, moi, qui me semble très intéressante de ce MOOC, c'est notamment une matrice qui a été élaborée suite à un livre de Georges Simmel autour du conflit. Et il vient en fait poser deux axes de qualification des relations entre les acteurs. Parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est surtout des personnes avant tout qui coopèrent et non pas des structures. Même si on donne à voir souvent les alliances de structures, c'est avant tout des personnes. Donc n'oubliez jamais que les relations interpersonnelles sont fondamentales quand on veut penser partenaires et écosystèmes. Et il vient expliquer qu'en fin de compte, pour pouvoir coopérer, il faut d'abord une première chose qui est un intérêt commun, une vision partagée, pour être gagnant-gagnant. Et ensuite, une convivialité, une confiance, finalement, une forme d'appréciation commune. Si on n'apprécie pas quelqu'un, en général, on va peut-être faire quelque chose uniquement par intérêt. Donc, dans ce cas-là, on parlera de collaboration ponctuelle, comme le disait Alexis, finalement plus circonstancielle et par intérêt, que finalement, fondamentalement, pour aider un projet qui parfois va avoir besoin de vous et sur le coup vous n'allez pas forcément y retrouver quelque chose, mais vous allez y aller quand même parce que il y aura une relation d'affinité, de confiance, et là on en vient à se soutenir, à coopérer, non pas uniquement pour son propre intérêt. Donc voilà, c'est un cours qui est assez succinct, ça dure quelques heures, c'est très très bien fait les MOOC de l'ESSEC, donc une ressource assez inspirante et très accessible en tout cas pour vous. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est un MOOC? Est-ce que tu m'entends? J'ai levé la main. Alors, du coup, un MOOC, on est vraiment sur... Oui, vous m'entendez? Bon, oui, c'est pour expliquer ce que c'était un MOOC en fait. Ok. Alors, du coup, un MOOC, on est vraiment, on est sur un cours massif, donc accessible à un très grand nombre de personnes en ligne et de façon à la fois synchrone et asynchrone. Donc, c'est-à-dire qu'on peut y aller à notre rythme et en même temps, on doit suivre le rythme de la communauté apprenante qui va se constituer au fur et à mesure, qui va produire des livrables ensemble. Donc, on est sur quelque chose qui est en ligne uniquement, avec un certain nombre de capsules vidéo, des ressources complémentaires à lire et des livrables, un certain nombre de livrables à produire. Donc, on a une sorte d'université en ligne, en quelque sorte.
C'est également le partenariat, on vous a mis un autre lien, c'est la question du pair management. On en a un peu parlé en début de semaine. Derrière le pair management, me semble-t-il, il y a des liens intéressants parce que, comme vous le savez, notamment avec les liens avec la permaculture, c'est que finalement, la permaculture, c'est l'idée d'aller concevoir des systèmes agroécologiques, donc des systèmes dans lesquels finalement agriculture et écologie vont de pair. Et donc, en cela, développer des alliances, des synergies entre le monde vivant spontané et finalement le monde vivant canalisé, donc celui de l'agriculture. Le pair management, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est l'idée de se dire, parmi mes critères, dans ma posture, dans ma façon de penser les partenariats, c'est comment penser une relation qui soit finalement la plus transparente qui soit, basée sur la confiance, basée sur effectivement des relations interpersonnelles, sur lesquelles finalement c'est-à-dire qu'on n'est pas juste une marque qui parle à une marque, on est aussi sur des individus. Et donc, c'est l'idée de se dire comment on peut constituer des systèmes d'échange sur lesquels chacun a à y gagner et pas forcément uniquement d'un point de vue marchand. Et ça, c'est extrêmement essentiel. Guillaume Perrochot en parle particulièrement et beaucoup mieux que moi, c'est ses travaux. Mais globalement, je vous invite vraiment à aller voir aussi de ce côté parce que c'est vraiment des billes intéressantes, aussi bien en termes d'indicateurs de pilotage, en termes de façon de penser la posture et donc façon de penser la constitution de partenariats long terme, donc permanents. Donc sur les partenariats, vous voyez bien, c'est que finalement, on est sur des partenariats qui vont être sous des formes plus informelles, d'autres sur des formes plus formelles. Dans tous les cas, l'idée, c'est qu'avant toute chose, c'est d'essayer de penser des alliances en se disant, en ce moment, j'ai un besoin particulier, je vais peut-être travailler avec tel acteur, mais demain, comment je peux imaginer une relation? Voilà. Donc, la pérennité des relations est extrêmement importante dans l'économie circulaire. Et ensuite, vous allez voir que c'est un socle essentiel qui a été déjà beaucoup développé par Corinne notamment, et puis par Vivian notamment dans le cadre de la question du marketing responsable, territorial, etc. On est vraiment sur la question de l'ancrage, c'est-à-dire que il faut imaginer vos entreprises comme s'appuyant sur finalement un enracinement, sur ce qui a fait les besoins initiaux et donc l'intention première. Vous êtes habitant d'un territoire. Vous vivez quelque chose, vous vivez un besoin, vous vivez un problème peut-être. Et c'est peut-être ça qui vous a fait dire, mais mince, pourquoi ce n'est pas là? Pourquoi il n'y a pas des services? Pourquoi il n'y a pas des biens qui correspondent à ces besoins du territoire? Et pas les besoins d'un territoire d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on va parler d'un socle qui est le socle de votre quotidien. Et ça, c'est extrêmement important. Derrière l'idée d'ancrage, il y a plusieurs définitions. C'est d'une part la question du sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que vous êtes un entrepreneur, vous êtes un habitant, vous êtes un citoyen, vous êtes un contribuable, vous êtes un administré, vous êtes un usager. Bref, on peut y voir plein de casquettes. Mais finalement, quand vous êtes entrepreneur, vous êtes peut-être tout ça à la fois. Et donc, en cela, c'est la question de, finalement, si vous êtes, effectivement, vous êtes en train de créer une activité économique, mais vous la mettez au service de qui? Au service de quoi? Quelle fierté vous voulez y trouver? La question de l'ancrage territorial des entreprises, c'est globalement cette idée-là, c'est-à-dire comment on se relie à l'autre en tant qu'individu, comment on se relie à des collectifs qui font peut-être effectivement déjà en cela, qui portent des valeurs, qui portent des actions qui vous parlent et qui finalement, en quelque sorte, comment vous faites vous-même société. Et société au sens de finalement, je vis dans un monde qui est le mien et pas un autre. Et donc, j'en suis fier et je participe en quelque sorte d'un meilleur possible, en quelque sorte. Donc, c'est un espace, c'est une localisation. C'est d'autre part, l'ancrage territorial, c'est la question du lien, c'est la question du lien coopératif. On en a déjà parlé. Et durable, le mot est important. On l'a dit tout à l'heure, c'est la question de la pérennité. Entre qui? Deux entités. Une entreprise et le territoire, donc l'ensemble des acteurs, et on pourrait dire humains qui le concernent, mais par extension, et notamment avec les propos de Corinne, les liens aussi non humains qui font de vous que vous êtes là avec un certain nombre de traditions, avec un langage particulier, avec une relation à l'alimentation, avec une relation avec les gens particulières. C'est votre territoire, on pourrait parler même de terroir en termes d'enracinement. Et donc, en cela, l'ancrage territorial, c'est tout ça à la fois. Pour pouvoir le confirmer, pour pouvoir l'illustrer un peu plus, on vous a mis quelques ressources clés.
La première, c'est une qui vient notamment d'un journal qui s'appelle Géosciences. Donc, on est sur des travaux scientifiques sur la question de l'ancrage territorial. Un petit peu comme le partenariat, une entrée en matière un petit peu large, un peu introductive, initiatrice, qui vous permet un peu d'en savoir plus, l'étendue des possibles quand on pense entrepreneuriat et ancrage. D'autre part, pour aller encore un peu plus dans la pratique, vous avez le comité 21. Donc, une structure qui est un peu chargée de développer ce qu'on a appelé les agendas 21, donc le développement durable à l'échelle locale en quelque sorte. Et donc, là, vous avez un certain nombre d'aspects plus pratiques, effectivement, qui permettent de voir comment développer de l'ancrage dans votre projet d'entreprise. Ensuite, également, on vous a mis, alors sur des échelles, peut-être sur des projets un peu plus de grande taille, les leviers stratégiques de l'ancrage. Donc, c'est-à-dire quand vous devez réellement avoir une stratégie d'entreprise où la partie ancrage devient un indispensable. Je pense notamment à nos porteurs de projets qui seraient sur des orientations filières ou qui seraient sur des orientations lieux partagés, etc. Là, on est effectivement, c'est un indispensable, il faut y penser. Et les deux derniers points sont l'un orienté agri-agro. On est vraiment sur la question des systèmes locaux d'alimentation, donc de la fourche à la fourchette. Et là, on se rend compte de façon évidente que l'ancrage territorial, il est absolument incontournable pour un certain nombre d'activités, mais par extension, et on le voit de plus en plus aujourd'hui, les éléments sanitaires sont là quand même pour commencer à nous le présenter, c'est-à-dire que vous le voyez avec les variants du virus aujourd'hui, finalement, vous avez une recontextualisation, si ce n'est locale, en tout cas régionale, qui a tendance à refabriquer des relations à l'échelle de ces continents ou régions continentales, comme diraient les anglo-saxons. Et donc, en cela, ces systèmes locaux sont certainement un axe de développement d'avenir sur la façon de penser et donc les partenariats et donc le sourcing. Et puis enfin, c'est la maturité coopérative avec des travaux notamment de l'Institut des territoires coopératifs qui développe en fait l'entrée en matière. C'est-à-dire que chaque territoire, chaque acteur n'est pas prêt à développer une coopération longue durée de la même manière et au même niveau d'intensité. Donc là, c'est si vraiment vous sentez des blocages, vous sentez qu'à un moment donné, au niveau de l'ancrage, avec la collectivité, avec un acteur qui vous semble incontournable sur le territoire avec qui travailler, mais un point de blocage existe, peut-être les travaux de la maturité coopérative vous permettront de comprendre ces blocages-là et pouvoir du coup les solutionner à un rythme qui reste celui de l'humain, c'est-à-dire finalement un rythme de long terme, comme on parle depuis tout à l'heure. Et c'est vrai que pour rebondir sur cette notion-là, la coopération, un des principes coopératifs de l'Alliance internationale autour de la coopération, c'est le principe de liberté d'adhésion. On ne force personne à coopérer, sinon forcément, ce n'est pas de la coopération. Donc, ça peut paraître évident, mais en tout cas, ça prend du temps. Donc, il y a certaines personnes qui auront potentiellement plus par nature une tendance à aller vers l'autre et à être dans la découverte, dans la curiosité, dans je dirais, la création de valeur par l'échange. Et d'autres qui vont avoir besoin de se faire confiance, qui vont avoir peut-être une crainte, des expériences de vie qui vont faire un pas de côté. Et il va falloir prendre le temps de se connaître pour pouvoir s'apprivoiser, se faire confiance, expérimenter la coopération pour pouvoir ensuite franchir des paliers et ancrer dans la durée cette notion de coopération, ce qui fait que ça prend du temps, et c'est pour ça que l'Institut des territoires coopératifs parle de maturité coopérative, parce qu'au début, on est tous jeunes, enfants, entre guillemets. Il faut faire ses premiers pas pour pouvoir après courir ensemble et monter dans des projets un peu plus ambitieux. Et dernière notion moi, que je voudrais apporter en complément, on en parlait avec Alexis en préparation de l'atelier, c'est toute la notion de l'entrepreneuriat de territoire, qui est finalement une notion, un concept qu'on entend de plus en plus, qui finalement incarne cette volonté d'entreprendre, mais uniquement sur un territoire. Je dirais un peu en opposition, même si j'aime pas trop ces principes d'opposition, de dualité en tout cas, avec le développement des entreprises où en général on avait cette vision qu'il faut forcément s'étendre dans sa distribution, dans son développement pour conquérir de nouveaux marchés. L'entrepreneuriat de territoire dit non. Nous, on va s'ancrer localement, on va faire écosystème, on va connaître les partenaires, qu'ils soient publics, privés, associatifs et citoyens. Et en fait, on va co-construire ensemble une mixité de produits et de services et on va en développer de nouveaux sur un territoire donné. Donc, si un produit arrive à une taille critique, eh bien, très bien, on passera à un autre projet. Et c'est comme ça qu'on va venir mailler un territoire, répondre à un maximum de besoins
en co-construction, en général, dans cette volonté de faire bouger et d'accompagner le changement au plus près des besoins, parce que finalement, on vit nous-mêmes le territoire. Et c'est là bien toute la différence avec ces projets qui sont déracinés, c'est que les personnes vont penser des produits par rapport à des marchés extérieurs à eux-mêmes, donc ils ne font pas corps avec, ça n'est pas leur culture, ça n'est pas leur réalité. Donc finalement, c'est là où on perd le sens et la vision finalement d'apporter des solutions à des besoins qu'on connaît de proximité. Et effectivement, Vivian, par rapport à ça, on le voit bien, on voit bien à quel point le sourcing est un indispensable. Vous le voyez avec cette dimension voilà, de la façon de faire corps avec son projet. Et donc, faire corps revient à se dire, j'ai aussi une posture d'habitant. Et donc, en cela, je dois me poser les bonnes questions. Et donc, de façon à être cohérent avec notre propos, on vous a proposé tout simplement, finalement, d'aller produire ce qui est un peu le challenge des étapes suivantes de l'ordre du jour, c'est-à-dire, finalement, de nous proposer, de nous suggérer, finalement, vos besoins. C'est-à-dire, quels sont vos besoins locaux dans vos projets. Et donc, c'est là où le chat va être utile, potentiellement. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous exprimer avec cet atelier ce qui vous pose question? Quels sont vos besoins en termes de sourcing, en termes de constitution de partenariat, en termes d'ancrage territorial des activités? À vos claviers, on vous lit à l'instant. Donc vous, porteurs de projets, coworkers, quels sont vraiment, vis-à-vis de ce sujet qu'on vous propose, quels sont vos besoins, vos attentes, qu'est-ce qui vous, voilà, qu'est-ce qui freins à vous lever interroge? aussi. Voilà. Les freins, effectivement, les freins à lever, effectivement aussi, qui peuvent être les vôtres, éventuellement par le chat. Je vois Annie qui commence. Si on pouvait avoir un peu des retours de chaque participant, ce serait chouette, pour pouvoir vraiment contextualiser et orienter nos propos suivants. Donc François nous partage, merci François d'être avec nous d'ailleurs, toi qui n'es pas sur le site d'Angriable, mais c'est intéressant de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc une connaissance de l'ensemble des acteurs locaux, donc cette logique d'écosystème, c'est vrai que pour pouvoir le constituer, il faut d'abord le connaître. Et c'est là où finalement par l'interconnaissance, par le réseau, par vos proches, vous pouvez commencer à nourrir une sorte de veille automatisée de ce qu'il se passe par la parole, qui est la première façon d'interagir avec son écosystème. Après, grâce aux réseaux sociaux, là pour le coup, il y a quand même une espèce de veille automatisée qui peut se mettre en place en allant identifier des structures clés, des relais, parfois des têtes de réseau, qui vont faire remonter des choses et affiner votre vision du territoire et des mouvements qu'il constitue, parce qu'évidemment, il n'y a rien de figé dans un écosystème, pour pouvoir derrière aller potentiellement mettre dans certains outils qu'on vous présentera par la suite dans l'atelier. Alors, je vois effectivement derrière cette connaissance des initiatives clés, la question effectivement des acteurs locaux, on en a parlé, la question des initiatives autour de l'économie circulaire. Ça, justement, du coup, Vivian en a parlé. Effectivement, pour refaire encore un rappel, mais c'est vrai que sur le site Alteractif, vous avez accès à un certain nombre de cartographies, un certain nombre d'outils qui permettent de mettre en commun et de favoriser finalement le partage dans la communauté Alteractif. Donc ça, c'est vraiment un outil essentiel. On y reviendra tout à l'heure. C'est également effectivement avoir des retours sur le projet, s'améliorer. Ben ça fait partie effectivement tout au long de la semaine de la réflexion. On a également comment parler de son projet aux politiques, vérifier leur adhésion sans se retrouver dans un parti politique. Alors effectivement, là, c'est la dimension écosystème va être importante, mais c'est, on le disait tout à l'heure avec la question du sourcing, c'est la question du cahier des charges, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez y mettre en avant en termes de création de valeur avec un V majuscule. Et donc, à partir de là, finalement, vous allez développer un discours, vous allez développer finalement un parti pris, ne serait-ce que d'un point de vue lexical, sémantique, qui va permettre, en fait, en quelque sorte, de l'exposer avec vos mots et sans se travestir, sans se trahir. Et ça, on le verra tout à l'heure, effectivement. Merci, Hélène. Marie-Laure nous demande comment approcher le partenaire. Alors là, je dirais qu'il y a un processus sur lequel on va venir après. C'est un de nos points sur l'approche et comment déjà on en vient à devenir partenaire.
D'abord, il faut d'abord identifier les personnes, après aller les rencontrer, mais je préfère qu'on attende de venir sur ce point plutôt que de le développer dès maintenant. Mais en tout cas, merci pour la question. Alors, il y a une autre question sur le financement du benchmarking, donc de l'analyse de la concurrence et des projets inspirants, pas forcément de la concurrence, de notre environnement réel, qui peut être un point bloquant. C'est là où parfois il y a des aides possibles justement pour faire ce travail de financement du benchmarking qui va être de l'ordre des actions à mener dans le cadre d'études d'opportunité. Donc là-dessus, il y a des aides quand on n'a pas les compétences sur ce sujet-là. Il faut surtout penser à s'entourer pour être justement dans cette logique de partenariat et d'écosystème, surtout en tant qu'entrepreneur où finalement tellement de problématiques sont à gérer, à envisager, à apprivoiser. On ne peut pas tout maîtriser seul et il faut faire ce pas vers les autres, parler de votre projet. En général, c'est là où on attire à soi les solutions. Alors, comment remplir un cahier des charges, nous dit le Bill. Donc, effectivement, ça fait partie un peu des éléments qu'on pourra développer tout à l'heure à ce niveau-là. C'est un vaste sujet. Je sais, on pourra que à peine l'aborder, mais effectivement, dans le cahier des charges, il y a la question de l'analyse des valeurs et ça, on y reviendra. C'est un outil essentiel. Et effectivement, on va y trouver, alors voilà, il y a les questions de réseau, il y a la question de comment rentrer, voilà, de trouver, identifier les acteurs inspirants, les acteurs clés de l'écosystème, etc., comment approcher le partenaire, etc. Ça, globalement, c'est des choses qu'on a identifiées effectivement pour les pistes des prochaines minutes. Alors, merci pour vos questions en tout cas, c'était riche. On n'a pas répondu au cas par cas parce que le temps nous est compté, il est déjà 10h40, donc on va passer à la suite. La plupart de vos questions, si on n'a pas répondu directement, c'est parce que la suite devra apporter des réponses en tout cas. Donc le point suivant, c'est la posture. Alexis. Alors, la posture, en fait, la posture, c'est pas des éléments, on en a mis quelques-uns qui nous semblent quand même importants, et il y en a certainement d'autres qui vont vous frapper en disant, mais c'est pas dans cette liste, ce n'est pas grave, c'est pas exhaustif. Pour nous, c'est quand même des choses qui ressortent un peu comme essentielles. Derrière l'idée de posture, on est bien d'accord que c'est la façon dont vous réagissez face à un sujet, face à une problématique. Donc, la posture, c'est vraiment très individuel, c'est très personnel. Mais en quelque sorte, on y trouve ce qu'on appelle des grands principes, des invariants, des attitudes clés. Ces attitudes clés, il y en a plusieurs. Il y a déjà un principe qui est essentiel, qui ne pas finalement commencer par être dans une logique de méfiance, de défiance, consistant à se dire, mais attention, de toute façon, tous les autres autour de moi, s'ils travaillent sur les mêmes sujets que moi, ils sont forcément moins bons, ils sont forcément méchants, ils sont forcément dans une logique purement concurrentielle, etc. Donc, c'est avoir une approche qui soit, on va dire, porté par une logique de bienveillance. Ce qui ne veut pas dire être naïf, hein. Ce qui ne veut pas dire, du coup, être, comme on dit souvent dans l'économie solidaire, être bisounours. Ça ne veut pas dire ça. Vous êtes des entrepreneurs. Il faut accepter la part de risque. Mais effectivement, la première étape consiste à se dire, bah, finalement, je vais commencer par me méfier peut-être des stéréotypes qu'il y a en moi, de la façon de traduire trop vite ce que je vois, pour tenter d'aller un peu explorer ce qu'il y a derrière, en fait, la façade ou derrière les mots. Et donc, c'est là où le deuxième point arrive très vite, c'est-à-dire que si vous voulez faire de l'économie circulaire, il y a un point essentiel, c'est qu'il est calé, qu'il fonctionne, que vous êtes rentable, etc., que vous avez des bons partenaires, etc. Continuez à vous remettre en question. Et donc, pour cela, explorer, comme on le disait, on l'a dit à quasiment tous les ateliers, c'est-à-dire soyez en exploration. Intellectuel. Et là-dessus, pour rebondir justement, c'est aussi vous mettre dans cette posture apprenante. J'aime beaucoup la phrase qui dit « tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Je pense que quand on fait acte de cette expression pour soi, on se met dans une posture d'humilité et on est toujours ouvert à la découverte, à la rencontre de l'autre, au fait d'apprendre à mieux se connaître, à progresser, à être dans une démarche de qualitative finalement,
à une démarche de conduite du changement personnel et finalement dans vos relations avec les autres continue, qui vous permettra de toujours vous adapter, de créer de la résilience, dont parlait Corinne ce matin, et d'être dans une logique de développement organique qui va suivre le poumon du marché et du monde, en même temps que l'adaptation aux relations interpersonnelles avec les personnes qui vous côtoient et votre écosystème pour aller plus loin tous ensemble sans subir le changement. Et effectivement, cette dimension-là, elle est clé. On a parlé d'écosystème. Derrière le mot écosystème, c'est qu'en fait, on sort de la logique purement de secteur. En fait, on outrepasse. Ce qu'on se pose en question première quand on est dans une logique d'écosystème, c'est finalement quels sont les besoins, quels sont les usages, quelles sont les perceptions de ceux qui utilisent les services ou les biens. Et donc, en cela, ça impose finalement d'aller chercher toujours plus loin, d'aller chercher finalement au-delà de votre zone de confort, y compris en termes de diplôme, y compris en termes d'expérience. C'est-à-dire que si vous êtes peut-être dans le monde de la coiffure, c'est de se dire finalement, derrière le monde de la coiffure, il y a aussi effectivement les cosmétiques, il y a aussi effectivement du domaine de l'alimentation. Ça me fait penser à une expérience d'un coiffeur, un ami coiffeur qui, lui, en fait, la première chose qu'il disait quand il voyait notamment mes cheveux, il me disait « Mais Alexis, qu'est-ce que tu as mangé ces derniers jours ?» Parce qu'il le voyait en fonction de mon alimentation, finalement, il avait une perception potentiellement de peut-être mon bien-vivre ou au contraire peut-être mon mal-être momentané. Et donc, en cela, c'est peut-être le troisième point, c'est cette idée de non pas l'interdisciplinaire, qui est forcément qui est demandé, on va dire, pour monter des équipes aujourd'hui, mais ce que j'aime bien, cette idée de indisciplinaire, c'est-à-dire être indiscipliné intellectuellement, c'est-à-dire accepter de sortir des cases dans lesquelles on vous met ou dans lesquelles vous vous mettez naturellement en disant je fais un travail qui est de l'ordre de l'agroalimentaire, bon, agro, j'en sais rien, et donc du coup, moi je suis agriculteur, point barre, parce que selon le code APE, je suis dans telle activité, selon telle chambre consulaire, je suis dans telle activité, donc on me dénomme comme ça. Si ça ne vous convient pas, ça demande peut-être d'inventer des nouveaux mots ou d'aller en chercher ailleurs. Et donc, en cela, derrière l'interdisciplinaire qui devient indisciplinaire en quelque sorte, c'est un rapport complexe aux choses, il y a l'idée de l'intersectoriel, de l'interfilière, c'est-à-dire allez chercher finalement, posez-vous dans tout événement et dites-vous quel est le porteur de projet ou le dirigeant en face de moi qui est le plus différent de mes activités et tentez de trouver le moyen de créer des passerelles en se disant, là, en termes de curiosité, là, en termes d'intérêt, on a peut-être des sujets communs. Et tenter, dans toutes ces relations nouvelles, de trouver, en fait, en quelque sorte, ce qui pourrait vous unir, ce qui pourrait vous relier. Et ça, vous verrez, c'est un exercice qui n'est pas simple, clairement, mais qui vous permet de faire des pas en avant incroyables en termes de potentiel partenariat. Et là-dessus, j'ai envie de dire que l'agriculture est un bon exemple. On en a parlé rapidement hier. Finalement, c'est se mettre dans cette logique de nous ne sommes pas pour la monoculture, nous sommes pour la polyculture. Le jardin créole en est un bel exemple qui fait qu'on va cultiver nos différences pour se renforcer dans la complémentarité. Et donc, continuons à nourrir ça, interfilière, interrégional, aussi interterritorial, pour aller plus loin. Inspirons-nous les uns des autres pour aller progresser en tant qu'humanité, j'ai envie de dire, dans cette communauté du vivant. Effectivement, et ça rejoint donc très, très vite en fait la question du regard local, dernier peut-être ingrédient ou principe clé de cette posture, c'est-à-dire repartez toujours de la base, c'est-à-dire où vous êtes né, où est-ce que vous êtes, est-ce que mon projet, est-ce que je peux le présenter simplement à un enfant qui a 6-7 ans ou à ma grand-mère de 80 ans? Et là, vous verrez effectivement qu'en fonction de ces particularités locales, vous aurez des retours et des interprétations qui seront plus ou moins aisées. Et là, vous vous direz, peut-être que je suis parti trop dans les concepts. Et donc, le regard local est important à ce niveau-là. Maintenant, pour aller encore un peu plus dans l'opérationnel, la question du processus méthodologique. Le processus méthodologique, globalement, c'est 4 étapes. En tout cas, c'est celles qui reviennent de notre expérience et un certain nombre de lectures. La première est simple. Elle s'appelle observer et mobiliser. C'est-à-dire que finalement, vous êtes face à une note d'intention. Cette note d'intention, finalement, c'est votre projet. Vous écrivez un projet sur papier, sur quelques pages. Ça, c'est vous. C'est vous qui l'incarnez à ce stade. Sauf que pour être dans l'exhaustivité, pour pouvoir comprendre votre écosystème, pour pouvoir produire le cahier des charges, il faut savoir où est la valeur. Il faut savoir finalement quels sont les critères qui permettront à tous de se sentir à l'aise, de se sentir concernés par ce que vous allez proposer. Et donc, en cela, très vite,
Il va vous falloir sortir d'une logique individuelle un peu autarcique où finalement le porteur de projet est tout seul avec son idée, avec son concept et il doit composer comme ça dans cet océan d'incertitude et il doit composer avec son entourage. Donc, il va aller chercher dans ce qu'on va appeler des cercles, il va aller chercher finalement dans sa famille, dans ses amis, dans peut-être des partenaires de confiance, des collègues de plusieurs années, etc. Il va tenter finalement de questionner en fait ce fameux cahier des charges dont on parlait tout à l'heure. Et donc, il va passer à un stade d'observation participative. Donc là, en quelque sorte, le projet ne sera plus individuel, mais collectif. Le deuxième point qui est important, c'est qu'une fois que vous avez fait finalement ce cahier des charges, qui s'est coproduit, et non pas tout seul, qui s'est coproduit, et que vous avez eu un certain nombre de retours sur les valeurs essentielles du projet et la création de valeur qu'elle est avec, le deuxième point, ça va être de fédérer et de co-concevoir. C'est-à-dire, ça va être d'organiser des moments, d'organiser des temps où, en gros, avec ces cercles de confiance, vous allez les inviter à la table et vous allez leur dire, mais en fait, le projet, c'était une note d'intention, c'était une ébauche, c'était un brouillon. Mais finalement, le véritable projet, on va le construire ensemble. Et donc, pour cela, on va réfléchir ensemble. On va se dire, mais vous, chers collègues, vous, chers voisins, vous, chers potentiels partenaires, vous, chères familles, etc., comment vous voyez, quelles sont les réponses utiles, qu'est-ce qu'il y a vraiment d'intéressant à vos yeux et de pertinent dans ce que je vais tenter de proposer demain. Donc, la co-conception, on est vraiment ce qu'en design, on parlerait de prototypage rapide, peut-être même. C'est vraiment le quick and dirty, c'est-à-dire qu'on fait avec les moyens du bord et on tente déjà finalement de manipuler et de produire ce projet avec l'ensemble de ces potentiels acteurs de l'écosystème que vous êtes en train de mobiliser. La phase 3, on est vraiment sur l'étape de fabrication. Là, ça y est, vous êtes à un niveau où finalement, on n'est plus de l'ordre du prototype, on est sur un format qui commence à prendre l'échelle qui est souhaitée à terme. Et donc, l'idée, c'est de fabriquer sur quelque chose qui revient à faire du long terme, ces partenariats. La contractualisation va passer par là. La question de se dire, mais en fait, moi, là, j'ai 3 commandes, comment je fais avec tel et tel partenaire ? Évidemment, la question d'une convention, de choses comme ça, va pas suffire. Peut-être qu'on sera sur des contrats d'engagement avec plusieurs années. Peut-être qu'on sera sur des consortiums économiques, etc. Donc, le fabriquer ensemble, c'est-à-dire que pas à pas, la stratégie du pas à pas, le Kaizen, on est vraiment dans cet esprit-là, vous allez formaliser en fait le projet qui convient bien. Et enfin, vous avez la question de valoriser et inspirer. Et c'est là où c'est important à signifier, c'est-à-dire que vous êtes dans un écosystème local. Donc, le but, c'est de créer de la valeur sur le long terme pour le local, au service du local. Mais ça n'empêche que le mot inspirer revient à se dire, mais comment moi, je peux participer à nourrir en fait l'écosystème plus large à l'échelle du continent, à l'échelle mondiale, à l'échelle des îles, etc., pour nourrir finalement cette production de connaissances partagées. Et donc, c'est là où les partenariats immatériels sont intéressants. Et c'est là aussi, quand on rentre dans cette logique de communauté, dont on a parlé légèrement hier avec les entrepreneurs qui sont avec nous à l'habitation, on en vient à être dans cette logique de comment on s'inspire les uns les autres. Il y en a certains qui ont plus d'avancées, d'autres qui ont du vécu, d'autres qui ont des contacts. En fait, en partageant, on s'inspirera mutuellement, on pourra valoriser les initiatives des uns et des autres et on arrivera à aller plus loin tous ensemble, en fait. Le temps nous presse. Donc, on va passer au dernier point, les outils et leviers. Exemple. Et les exemples. Alors, effectivement, Vivian, moi, qui suis bavard, forcément, je suis toujours un petit peu… merci pour mon maître du temps personnel. Donc, en cela, effectivement, on va tenter de faire un lien entre exemples et outils. Le premier qu'on vous propose, c'est notamment l'outil territoire de projet. On vous mettra le lien, là, il n'est pas encore glissé dedans, mais c'est une sorte de carte, en fait, qui vous permet de ne rien oublier sur un peu quand vous faites votre note d'intention. Et pour vous donner un exemple, en fait, sur le collectif Tricolore pour la Renaissance des laines de France, là dans les exemples, on est vraiment sur un projet qui est parti d'une personne, qui était designer textile, designer laine, etc. et qui, à son échelle, tentait de conseiller quelques acteurs locaux, un peu dispersés, qui tentaient finalement de créer une valeur ajoutée. Et finalement, derrière, ça a été 3 ans de travail sur une note d'intention pour créer ce collectif Tricolore.
en faisant en sorte petit à petit, en fait, de noter les retours, les besoins, les actions qui étaient entreprises, les outils qui existaient, qui étaient plus ou moins partagés sur le web, etc. Et en fait, en quelque sorte, il s'est constitué son propre territoire de projet, son propre périmètre d'action, en quelque sorte. Et au moment où la maturité coopérative, comme nous parlions tout à l'heure, était prête, c'est à ce moment-là qu'effectivement, il est passé à l'étape suivante, donc l'étape 2, fédérer et co-concevoir, et que le collectif réellement s'est mis en œuvre. Lui, finalement, était dans l'agrégation et de données et d'acteurs pour préparer le terrain relationnel, le moment où le contexte serait favorable pour ensuite faire collectif. Donc, l'outil territoire de projet est un outil intéressant, libre, gratuit, qui est mis en ligne sur Primatera et qui permet justement d'avoir un document à faire à un ou plusieurs, voilà, et tenter finalement de fabriquer ce cahier des charges et donc un peu ses valeurs et de commencer à constituer les ingrédients du projet. Un deuxième outil, qui est un petit peu, il y en a deux qui sont un peu similaires, c'est l'outil Spider qu'on trouve en design et qui s'appelle en sciences de gestion plutôt l'outil de cartographie des parties prenantes, où on est finalement sur une logique de cercle concentrique, donc un peu une cible, sur lequel vous allez y mettre en fait le cercle cœur, donc c'est-à-dire un peu l'équipe qui va mettre les mains à la pâte de façon permanente, opérationnelle, au quotidien. Vous allez avoir des cercles qui vont être plutôt vers la périphérie, plus on va aller vers la périphérie, plus on va être sur finalement des membres qui seront moins investis, qui seront peut-être sur des coopérations ou des partenariats plus ponctuels. Et plus vous vous rapprochez du centre, au contraire, plus vous êtes sur des logiques de partenariat armés, solides, de longue durée. Et donc, en général, comme nous le disions tout à l'heure en aparté, globalement, il faut imaginer que sur un groupe que vous invitez pour constituer ce collectif d'action, vous allez avoir à peu près 10% qui vont ressortir comme les acteurs véritablement partenaires et de longue durée. Peut-être veux-tu nous parler éventuellement du PTCE? Alors déjà, profiter de l'instant, oui, pour partager un peu l'exemple inspirant qu'on a listé pour la suite. C'est vrai que le temps nous étant compté, on va commencer à rebondir et à pas faire point par point. Alors l'exemple PTCE, c'est ce qui s'est passé sur Reims. Donc pour le coup, pour vous faire un peu le storytelling de ce projet-là, en fait, ça a commencé en 2017-18 avec la volonté de lancer une coopérative d'activité et d'emploi sur le territoire de Reims et en parallèle, la dynamique Startup de territoire, qui est une dynamique d'innovation sociale qui vise à mettre tous les habitants d'un territoire, peu importe leur situation sociale, leur origine, leur vision du monde ou leur pouvoir d'influence, entre guillemets, autour de la table le temps d'une grande soirée participative pour co-construire en sous-groupe des réponses et des projets aux besoins du territoire spécifique. Donc, dans cette logique d'ancrage territorial, d'économie circulaire, cette dynamique-là, pour réussir à mobiliser, pour Reims, on avait visé 250 personnes, il faut quand même fédérer un écosystème pour pouvoir avoir un effet levier, un effet réseau suffisamment conséquent pour, le temps de l'événement, mobiliser beaucoup de personnes qui vont être simplement curieux et qui vont venir le temps d'une soirée apporter leur expertise du territoire en tant qu'habitants. Et en parallèle, du coup, il y a eu cette dynamique avec Setup autour de la coopérative d'activité et d'emploi qui s'est montée. Ça, c'était il y a 3 ans. Les deux projets se montent, finalement s'allient et se regroupent pour arriver à finalement avoir une trentaine de partenaires affichés pour cette dynamique startup de territoire. Et je peux vous dire qu'opérationnellement, l'équipe cœur dont parlait Alexis, le centre de la cible, c'était plutôt sur les doigts de la main que ça se comptait en nombre de personnes qui sont venues animer, apporter des financements et contribuer finalement à la réalisation de ce projet qui seul n'aurait pas été réalisable. Et en fin de compte, cette dynamique nous a permis d'identifier des partenaires forts et avec lesquels aujourd'hui c'est un pôle territorial de coopération économique, donc finalement une incarnation de la coopération qui est en train de se monter au bout de 3 ans avec un acteur de la finance responsable, la coopérative d'activité qui est un collectif d'entrepreneurs, pour le dire simplement, également l'espace de coworking qui existe depuis 10 ans sur le territoire, un bailleur social et la collectivité qui soutenait la dynamique. Donc finalement, 5 acteurs qui se regroupent, qui vont avoir un lieu commun, un tiers-lieu collectif et partagé pour accompagner la coopération parce qu'eux-mêmes la vivent depuis 3 ans
et ont bien constaté que finalement, ensemble, ils étaient plus forts et ils pouvaient déplacer, entre guillemets, des montagnes à l'échelle du territoire et accompagner la transformation du territoire dans cette logique d'ancrage et d'économie circulaire. Et donc, merci à toi, Vivian. Effectivement, un certain nombre d'outils existent. On vous en met au fur et à mesure dans la cartographie. On a donc ces outils de cartographie. On a ces outils pour élaborer nos intentions, le cahier des charges. On a le style bio-socio-économique dont a parlé Corinne tout à l'heure avec l'outil de Social Canva de l'Université de Laval. On a également surtout ce qui va permettre en fait de travailler à plusieurs en intelligence collective sur le territoire, mais aussi de façon très large avec des collectifs qui pourraient faire la même chose que vous, mais sur une autre île ou sur un autre continent. Vous avez des outils aujourd'hui de recherche exploratoire de type WAM Research, qui sont des outils finalement un petit peu de type cerveau collectif. C'est-à-dire que vous y mettez tout, et plus vous avancez dans l'exploration, un peu comme une sorte de compte-rendu de chacune de vos expériences, réflexions, etc., plus vous allez pouvoir y mettre des hashtags et donc en quelque sorte relier les sujets entre eux. Et donc, vous allez constituer une forme d'énorme réseau, un peu cerveau collectif, pour travailler sur des sujets complexes. Et quand on est sur des projets filières, c'est clairement indispensable. Pour nouer des partenariats coopératifs, on en a mis deux pour l'instant. Il y en a un de la Caisse des dépôts qui est intéressant, qui s'appelle le site Territoire en commun, qui vous permet d'avoir un focus sur toutes ces dynamiques autour de l'innovation, on va dire locale, territoriale, plutôt, voilà, voire même innovation sociale. Mais c'est avec cette orientation du local comme première entrée, donc le made in local comme moyen de faire travailler les gens entre eux. Et donc, là-dessus, vous avez des ressources, des articles, des vidéos, etc. Un deuxième, pour nouer des partenariats, c'est le site Carrefour des innovations sociales, pareil, qui a été fondé avec la Fonda, donc un club de réflexion sur la question du milieu associatif, et l'ANCT, donc l'Agence nationale de cohésion des territoires, où vous pouvez avoir un énorme panorama, notamment pour benchmark et identifier des acteurs clés inspirants, pour permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe en France et quels sont sur tel et tel sujet, finalement, les acteurs à prendre en compte, ne serait-ce que pour pouvoir les suivre et pour peut-être pouvoir même échanger avec eux. Et là-dessus, pour rebondir en continuité sur l'expérience startup de territoire, ça, c'est pas quelque chose que moi j'ai inventé du tout. À la base, c'est 6 territoires en métropole qui ont décidé, dans une espèce de tour de France, de lancer la dynamique avec un acteur local qui était dans l'entrepreneuriat, l'économie sociale et solidaire, qui avait déjà un réseau, et en même temps cette audace de se dire on va aller plus loin et en plus on va aller mobiliser les habitants. C'est eux qui ont lancé ces 6 territoires pionniers, cette dynamique, qui ont expérimenté, formalisé un parcours, un processus, justement pour permettre à d'autres territoires derrière de lancer la dynamique chez eux. Et c'est là où, personnellement, en regardant, en faisant mon benchmarking, j'ai trouvé cette dynamique très inspirante. Connaissant mon territoire natal, je me suis dit que ça pouvait être pertinent de lancer ça, parce qu'il y avait, selon moi, un besoin d'inspirer les personnes de Champagne-Ardenne dans un esprit un peu plus optimiste de possible, que oui, le changement, c'est d'abord une question de volonté, et c'est maintenant. Et du coup, j'ai pu prendre leurs outils, leur expérience, leur savoir-faire, et derrière le confronter, entre guillemets, aux réalités territoriales, à l'écosystème en place, aux jeux d'influence, de pouvoir, et en même temps aux intérêts et postures individuelles d'humains, pour pouvoir d'ailleurs créer cette confiance, ce réseau, fédérer, de donner à voir et ensemble monter notre version finalement de cette dynamique startup de territoire pour le coup. Donc juste pour expliquer que c'est bien de s'inspirer, il faut regarder au-delà pour trouver des choses très pertinentes, mais toujours revenir derrière à ce regard local dont parlait Alexis, parce qu'il n'y a pas de copier-coller, même si on veut faire de l'essaimage, qui soit possible. Les réalités sont souvent différentes en fonction des territoires et des personnes qui le composent. Donc, c'est très bien de s'inspirer, mais jamais de se dire ça va être facile parce que ça a déjà été fait ailleurs. Ça serait vous mentir. La conférence va bientôt toucher à sa fin. Il est déjà 11h02, je pense que Zoom va nous déconnecter automatiquement de toute façon dans quelques instants. Donc on ne va pas faire beaucoup plus long. Alexis, je te laisse peut-être apporter des éléments de conclusion un peu sur cette réunion, cet atelier. Alors, des éléments de conclusion. Merci à toi, très cher confrère, mais je pense qu'on va la faire ensemble. Tout simplement en disant aujourd'hui que nous sommes effectivement dans un lieu qui exprime tout à fait la question des coopérations sur le long terme et que peut-être
qu'un premier lieu qui pourrait être commun et pourrait permettre de réfléchir un peu à des façons de penser partenariat, c'est de se dire, et vous, avec vos propres projets, comment vous pourriez justement tisser des liens avec, avec l'équipe d'Émile Rosalie et voilà, et l'ensemble du territoire, même du Rebert, même de façon, voilà, par extension, avec les liens notamment avec les ateliers co-développement de tout à l'heure, sur lesquels on sera amené à nouveau à travailler sur ces fameux rameurs qui se trouvent à ramer pour développer finalement un entrepreneuriat et un avenir souhaitable pour tous ces jeunes qui peuvent galérer, jeunes et moins jeunes. Et donc, en cela, ce qu'on vous propose, c'est tout simplement, c'est qu'on vous enverra donc le cahier des charges avec l'ensemble des éléments voilà, qui se sont constitués au fur et à mesure. Et bien sûr, de faire en sorte que ça devienne un outil, pourquoi pas, qui soit pour vous collaboratif, c'est-à-dire avec la capacité à venir compléter peut-être un peu plus, avec des liens complémentaires. Et donc, finalement, ici aussi, mettre en commun, faire commun et donc finalement nouer une coopération long terme, peu importe vos secteurs et projets coopératifs portés ici. Je pense que ça fait un beau mot de la fin. Finalement, la conclusion, moi, elle me va bien. C'est vrai que là, on parlait sourcing. Donc, finalement, pour refaire le lien avec l'économie circulaire, le sourcing, c'est toute la première phase, hein, les achats durables, l'ancrage territorial pour pouvoir produire derrière de la valeur. Nouer des partenariats, que ce soit pour du sourcing ou finalement pour de la vente, pour de la valorisation, pour aller développer, coproduire, co-concevoir et coproduire, et derrière co-distribuer, ou en tout cas être dans le partage, toute cette logique des communs qui est très forte. Et enfin, l'ancrage territorial, ça demande quand même de toujours garder le poumon, le pouls de son territoire pour savoir ce qu'il s'y passe, être tout le temps en veille. Rien n'est jamais figé. L'histoire, au final, c'est ceux qui l'écrivent, qui la racontent, qui la posent à un instant T. À vous, j'ai envie de dire, d'être acteur et écrivain de votre histoire, et je vous la souhaite collective, parce que c'est comme ça que vous pourrez amener des changements durables, en tout cas, selon nous, qui font porteurs de sens et qui auront des fondements et une assise suffisamment forte pour résister et durer. Merci en tout cas d'avoir été présent avec nous. Je pense qu'on va en rester là. On a essayé de tenir le timing. Vous retrouverez donc ce mapping dans les ressources disponibles post-événement. Et donc, on vous souhaite une bonne journée avec la prochaine conférence qui sera à midi, donc dans quelques minutes, par une personne de l'ESSEC qui va venir un peu challenger cette notion d'économie circulaire. Est-ce un doux rêve écologique ou une réalité? En tout cas, on espère vous retrouver tout à l'heure. Et bien, merci encore. Voilà. Au revoir et à bientôt.